Alors tout d'abord l'étude RAFTAF, qui est une étude randomisée en ouvert, qui s'est intéressée donc à deux stratégies. Une qui est une stratégie de contrôle du rythme qui est basée uniquement sur l'ablation, plus ou moins des traitements antiarythmiques. Et le bras contrôle était une stratégie de contrôle de fréquence qui était basée sur des bloqueurs du nœud auriculoventriculaire et plus ou moins ablation du nœud, resynchronisation. Chez des patients qui ont de la fibrillation atriale, qui sont sous traitement médical optimal et qui ont de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou abaissée avec un stade NYHA qui était entre 2 et 3. Donc initialement, ils avaient calculé un échantillon de 600 patients qui devaient être inclus pour en tout cas estimer une réduction du risque relatif de 30%. Et ils se sont intéressés donc comme point de critères primaires qui était la mortalité et les événements d'insuffisance cardiaque. Et sur les critères de jugement secondaire, il y avait pas mal de critères différents. Et en particulier, ça allait du décès jusqu'au questionnaire de qualité de vie. Donc ils ont malheureusement, en tout cas dû arrêter l'étude prématurément pour en fait un défaut d'inclusion, deux, un taux d'événement qui était observé qui était moindre que ce qui avait été en tout cas évoqué, enfin prédit au moment du design de l'étude. Et finalement, il y a un peu plus de 400 patients qui ont été inclus dans cette étude. Il y avait à peu près 200 patients dans chaque groupe qui ont été suivis pour une durée médiane de 37 mois. Alors, il y avait eu assez peu de crossover entre les groupes, ce qui est assez admirable parce que d'habitude le problème des études d'ablation c'est quand même qu'il y a beaucoup de crossover et là finalement ils étaient dans des taux de crossover qui étaient aux alentours de 3%, ce qui est finalement pas beaucoup. Alors quand on regarde les caractéristiques des patients à baseline, finalement on voit que c'est une population assez habituelle de ce qu'on voit pour la fibrillation atriale, un âge qui était de moyen de 67 ans, beaucoup d'hommes comme d'habitude. Il y avait, alors c'était pas clairement noté, mais j'ai pu recalculer qu'il y avait 89% des patients qui avaient de la FA persistante et parfois persistante de longue durée. Ça nous pour en tout cas pour les ablations, c'est quelque chose qui est très important pour arriver à interpréter un peu les résultats. Et on peut voir que sur les fractions d'éjection, on avait à peu près 60% des patients qui avaient une fraction d'éjection abaissée à moins de 45%. Alors déjà, quand on regarde l'efficacité de l'ablation au cours du suivi, on trouve que finalement on a une bonne efficacité. Donc c'est l'ablation, c'est les barres bleues. On voit qu'il y a un peu plus de 80% des patients qui sont dans le groupe ablation, qui sont toujours en rythme sinusal à 60 mois, ce qui est finalement plutôt très bien pour une étude où il y avait autant de fibrillation atriale persistante. De manière pas très étonnante, les patients qui étaient au groupe, qui étaient dans le groupe contrôle de fréquence, il y en avait 91% qui étaient en arythmie, ce qui est pas très étonnant. Deuxième résultat de l'étude, c'est quand même ce critère de primaire, qui était donc, je rappelle, la mortalité et les événements d'insuffisance cardiaque. Et là, on voit qu'il y a une tendance, mais que ça reste une tendance non significative, avec un petit p à 0,07, un peu moins d'événements dans le groupe ablation versus le groupe contrôle de fréquence, mais encore une fois, ça reste une tendance non significative. Alors quand on regarde les résultats en fonction de est-ce que les patients avaient une fraction d'éjection abaissée ou conservée, on voit que cette tendance est plutôt observée dans le groupe des patients qui avaient une fraction d'éjection basse et que finalement les courbes sont quand même assez proches dans le groupe des patients qui ont une fraction d'éjection conservée. Concernant les critères de jugement secondaire, on voit que il y avait quand même une efficacité de l'ablation sur à peu près tous les critères. Alors je rappelle, c'était les critères, donc c'est une amélioration de la fraction d'éjection, amélioration de la qualité de vie à partir des questionnaires, amélioration du test de marche à 6 minutes, et puis diminution significative des taux de NT-proBNP, qui était d'ailleurs significative uniquement dans le groupe des patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche. Donc il y avait quand même un effet, mais c'est pas sorti sur le critère principal.
Quand on regarde les effets, les adverse events, bon, il n'y avait pas de différence significative. Évidemment, les patients qui étaient dans le groupe ablation ont eu des effets secondaires liés à l'ablation, ce qui semble assez logique. Il y a à peu près quand même 10%, là on voit d'effets de complications liées à l'ablation. Alors c'est pas que des complications majeures, c'est complications mineures et majeures. Mais moi, ça me semblait assez important par rapport à ce qu'on voit habituellement dans les études. D'habitude, on est plutôt sur des taux de complications aux alentours de 5%. Là, 10%, ça me semblait un peu important. Alors, évidemment, cette étude, elle est, enfin, faut la prendre comme elle est. Hein, c'est une étude négative sur le critère de jugement primaire, mais il faut quand même rester prudent parce que on a l'impression qu'elle a finalement été assez mal dimensionnée hein, pour montrer ce que les investigateurs voulaient montrer, c'est-à-dire une supériorité. Et quand on regarde qu'on met en perspective par rapport aux données de la littérature sur l'ablation de FA chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, on voit dans cette étude CASTLE-AF, où là il y avait inclus que des patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche significative à moins de 35%, il y avait quand même un bénéfice assez clair de l'ablation versus le traitement médical. Sur le critère de décès et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et ça sortait de manière assez significative pour la mortalité toute cause. Donc, bon, je suis pas sûre qu'en tout cas cette étude RAFT-AF enlève complètement en tout cas le bénéfice qui avait été montré dans CASTLE-AF, d'autant plus qu'il y avait une tendance quand même qui était montrée chez les patients qui ont de l'insuffisance, enfin qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Je voulais vous montrer également cette sous-étude de Cabana chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque. Alors je vous rappelle, Cabana, c'était la grande étude qui a essayé de montrer un bénéfice en termes de morbimortalité de l'ablation versus le traitement médical dans une population tout venant de fibrillation atriale. Je rappelle que l'étude était négative en intention de traiter sur le critère de jugement principal, mais ils se sont intéressés dans cette sous-étude chez les patients qui avaient de l'insuffisance cardiaque. Il y avait à peu près 780 patients qui avaient de l'insuffisance cardiaque avec une classe NYHA supérieure ou égale à 2, qui avaient le plus souvent une fraction d'éjection conservée dans cette sous-étude. Et là, en intention de traiter, on voyait qu'il y avait un bénéfice en termes de morbimortalité et également de mortalité. Alors, il faut rester très prudent parce que c'est une sous-étude positive d'une étude principale qui est négative, donc évidemment, mais en tout cas, c'est quand même des données qui, en tout cas, qui sont plutôt encourageantes. Je me permets, alors on parle de l'ACT, mais je me permets juste de refaire un petit focus sur cette étude, qui est quand même une étude extrêmement importante à mon sens, sur la comparaison des stratégies de contrôle du rythme versus les contrôles de fréquence dans la fibrillation atriale, qui est l'étude eStaffnet-4, qui a été présentée à l'ESC en fin d'année dernière, qui est une étude qui s'est intéressée donc à la comparaison de ces deux stratégies. Pour le contrôle du rythme, ça pouvait être les antiarythmiques ou l'ablation, et dans une population de patients qui avaient une fibrillation atriale, mais récente, c'est-à-dire qui durait depuis de moins d'1 an. Et quand on regarde les résultats de cette étude, qui a quand même inclus un peu plus de 4000 patients, on voyait qu'il y avait quand même un bénéfice de la stratégie de contrôle du rythme sur le critère composite qui était décès d'origine cardiovasculaire, AVC, insuffisance cardiaque et syndrome coronaire aigu. Et je pense que c'est la première étude depuis AFFIRM qui arrive à montrer ce que nous, les rythmologues, on pense depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'un contrôle du rythme, c'est quand même mieux qu'un contrôle de fréquence. Mais bon. Donc en conclusion, on peut dire qu'en tout cas cette étude RAFT-AF montrait que l'ablation était efficace en termes de maintien de rythme sinusal, qu'il y avait un bénéfice sur la qualité de vie et la fraction d'éjection, qu'il n'y avait pas de bénéfice identifié, montré en tout cas sur la morbimortalité, mais qu'il y avait une tendance chez les patients qui avaient une fraction d'éjection basse, qui est assez concordant avec les résultats de CASTLE-AF et de la sous-étude de Cabana. Et puis, j'insiste sur cette étude eStaffnet-4 qui a montré le bénéfice d'une stratégie de contrôle du rythme chez les patients qui ont une fibrillation atriale qui dure depuis moins d'1 an. Alors, deuxième étude qui me semble assez importante, qui va peut-être modifier complètement et donner un peu plus de travail à nos collègues chirurgiens, c'est cette étude LAOS-FREE, qui en fait s'est intéressée chez des patients qui sont en fibrillation atriale, qui ont un score de Schatzvaz supérieur ou égal à 2, qui doivent avoir une chirurgie cardiaque pour épontage, et un remplacement valvulaire, qui ont comparé deux stratégies en randomisé contrôlé et en aveugle, une stratégie donc d'occlusion de l'auricule gauche par voie épicardique et un autre bras qui n'avait pas d'occlusion.
Et donc, le critère de jugement primaire était très simple, c'était les événements thromboemboliques, et les patients étaient suivis en moyenne pendant 3,8 ans. Attention, tous les patients qui justifiaient d'un traitement anticoagulant maintenaient normalement, sauf contre-indication, le traitement anticoagulant. Alors, quand on regarde les caractéristiques des patients, on est sur une population plutôt âgée. Il y avait un score de Chasse-Vasque moyen qui était à 4. Il y avait beaucoup de patients qui étaient en fibrillation atriale plutôt persistante, voire permanente. Et globalement, c'était un peu tout, les types de chirurgie, mais il y avait quand même beaucoup de chirurgie valvulaire. Il n'y avait que 20% de patients qui avaient des pontages isolés. Et il y avait quand même 34% des patients qui avaient une ablation épicardique de fibrillation atriale dans le même temps, ce qui me semblait assez important. Alors, quand on regardait les critères de safety, évidemment, l'intervention chez les patients qui avaient une occlusion de l'auricule, ça durait un petit peu plus longtemps, mais bon, c'était pas non plus des temps beaucoup plus longs. Il y avait des temps de CEC qui étaient un peu plus longs, des temps de clampage aortique un peu plus longs. De manière assez étonnante, il y avait moins de prolongation d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans le groupe qui avait eu l'occlusion de l'auricule. Voilà. Alors, quand on regarde le critère de jugement primaire, ça sortait de manière très significative, avec une réduction de 33% du risque thromboembolique chez les patients qui avaient eu une occlusion de l'auricule gauche. Quand on regarde les traitements anticoagulants, une grande majorité des patients gardaient le traitement anticoagulant. On était aux alentours de 80% des patients qui étaient sous traitement anticoagulant à 3 ans de l'intervention. Bon, sur les analyses en sous-groupe, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il y avait une tendance globalement dans tous les sous-groupes. Voilà. Donc au total, cette étude qui était vraiment, moi je trouve qui était vraiment très belle étude, montre vraiment de manière assez claire que l'occlusion chirurgicale de l'auricule réduisait le risque thromboembolique de 33%, et c'était d'autant plus significatif plutôt dans les 30 jours post-opératoires. Il y avait une diminution de 42%. Il n'y avait pas d'effet secondaire significatif qui était noté lié aux gestes supplémentaires pendant la chirurgie. Et c'est important de noter que ce bénéfice a été montré en addition au traitement anticoagulant oral. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le traitement anticoagulant, mais ça veut plutôt dire qu'en plus du traitement anticoagulant, il y a un bénéfice qui a été démontré. Donc voilà, c'était ces deux études. Je pense qu'on va en discuter un petit peu, mais voilà, qui vont probablement, en tout cas peut-être, changer un peu les recommandations sur la prise en charge de la fibrillation atriale. Je vous remercie. Merci Estelle. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'avais une question pour vous deux. Puisqu'on a commencé les ablations en ambulatoire avec laser, est-ce que les patients de RAFT-AF, c'est des patients qu'on peut mettre en ambulatoire avec laser? Pour le moment, on a dit que les patients qui ont des dysfonctions ventriculaires gauches, avec des fractions d'éjection à moins de 35%, on les mettait pas en ambulatoire, ce qui me semble assez logique, puisque c'est les patients à plus haut risque. Par contre, les patients qui ont une fraction d'éjection préservée, je pense qu'on peut en tout cas, on a dit qu'on pouvait les mettre. Donc, moi, ça me choque pas de pouvoir fait en ambulatoire, voilà. Ça s'est bien passé. Voilà. Mais l'expérience est bonne de l'ablation en ambulatoire, à côté de l'angioplastie et plein d'autres choses qui se passent.